Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'être restés connectés. Vous avez vécu avec nous, sans être avec nous, les aléas du direct. Voilà, quelques problèmes techniques, mais en tout cas maintenant tout est résolu et nous sommes prêts pour cette conférence. Alors sans perdre de temps, rapidement tout de même vous présenter le cycle de webinaires, les rencontres de la RSE, d'où voici une nouvelle édition qui se tient sur le sujet du futur reporting de durabilité de la CSRD. Voilà, donc le webinaire, toujours organisé par Hendrix et la revue fiduciaire. Aujourd'hui, une demi-heure, trois quarts d'heure de conférence qui se clôtureront par des questions-réponses. Donc surtout, si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence, n'hésitez pas à me les envoyer via l'onglet converser converser ou poser des questions. Je lirai tout ça. Et nous sommes en compagnie pour traiter de ce sujet du reporting de la durabilité d'Hervé Bégaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alban. Voilà, qui est expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Et nous sommes en compagnie de sa binôme du jour, Caroline Bailly, qui est responsable de mission RSE chez Hendrix. Bonjour Caroline. Bonjour Alban, bonjour à tous. Voilà, donc avec ces deux spécialistes, nous allons nous pencher sur le sujet du jour. Alors rapidement en introduction, rappelez que le 21 juin dernier, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen ont trouvé un accord sur les principes de cette nouvelle directive. Voilà. Donc c'est elle aujourd'hui qu'on va explorer avec 4 temps forts et le 5e temps qui sera les questions-réponses. Alors le premier temps fort, c'est quand et pourquoi cette directive. Une fois qu'on aura dressé un petit peu cette historique et cette genèse, on pourra se pencher sur les nouvelles exigences, donc plus en termes de contenu de la CSRD. Puis enfin, évidemment, ce qui vous intéresse directement, questions pratico-pratiques, comment s'y préparer et quelles sont les étapes clés qu'il faudra suivre. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais simplement laisser la parole à Hervé pour qu'il nous présente quand même rapidement, avant de nous lancer dans le cœur du sujet, Hendrix. Alors très rapidement, Hendrix, on commence à être connu par ceux qui reviennent souvent. On a constaté que beaucoup de nos auditeurs reviennent régulièrement. Donc je rappelle qu'on est un cabinet tourné vers le conseil, l'audit, et bien sûr l'expertise comptable. Et on a la chance avec Caroline de porter l'activité sur la RSE avec des missions autour du reporting RSE qu'on va évoquer aujourd'hui, mais aussi les audits sur la DPEF et bientôt le CSRD, mais aussi tout ce qui est audit de société à mission. Donc on réalise aussi des missions de mesure d'impact autour du bilan carbone, de la comptabilité environnementale et sociale, et puis accessoirement, on fait un peu de formation à nos clients qui nous le demandent. Merci beaucoup Hervé. Alors pour introduire le sujet du jour, on va adopter une démarche, j'ai envie de dire historique, sur la genèse de cette directive qui va expliquer donc ses origines, son pourquoi et quelle est la stratégie européenne finalement qu'il y a derrière. Caroline. Oui, alors effectivement, on va repartir un petit peu de l'histoire de la finance durable et de tout ce qui est rapport extra-financier dans lequel effectivement s'inclut ce rapport de durabilité. Alors si on peut avancer effectivement au niveau des slides, voilà, ici vous avez un bref historique en matière de ESG. Donc il faut savoir que la France a été pionnière sur le sujet en fait de la RSE et de ces rapports effectivement extra-financiers, puisque les premières réglementations sur le sujet sont apparues dès 2001 avec la loi NRE, et puis ont été suivies d'un certain nombre de réglementations, dont la loi Grenelle 2 en 2010. Ce qui est important, on va plus faire un focus plutôt que de rentrer dans le détail de l'ensemble des réglementations françaises sur ce qui court encore aujourd'hui et ce qui est ce qu'on appelle la NFRD,
qui est une directive européenne qui date de 2014, qui a vraiment, au niveau européen, obligé les grandes entreprises à publier en fait leurs informations extra-financières de manière publique sur leur site internet et qui a obligé les entreprises à montrer, à publier des informations obligatoires. La France a repris cette directive européenne et je dirais a fait un mix entre cette nouvelle obligation et puis ce qui existait déjà avec la loi Grenelle 2. Et donc à rajouter certains éléments obligatoires, ce qui fait qu'aujourd'hui, la réglementation qui s'applique actuellement et qui concerne surtout les grandes entreprises de plus de 500 salariés, avec un certain nombre de seuils au niveau chiffre d'affaires et niveau de bilan, oblige déjà ces entreprises-là à publier un certain nombre d'informations extra-financières, mais je dirais d'une manière assez libre, c'est-à-dire qu'elles ont des thèmes sur lesquels il faut qu'elles se positionnent, mais il n'y a pas de réglementation très stricte au niveau, je dirais, des types d'indicateurs, des politiques et ce qu'on attend d'elles. Il y a des informations obligatoires qui viennent de la NFRD, comme le modèle d'affaires, la description des politiques, etc. Mais je dirais qu'il y a encore une certaine liberté sur la manière de faire les choses, entre guillemets. Si ce n'est quand même qu'elles doivent être auditées régulièrement, enfin chaque année d'ailleurs, sur cette publication, ce qui est quand même une obligation assez contraignante. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y existe déjà des choses et le rapport de durabilité, le reporting de durabilité, naît vraiment de ce qui existe aujourd'hui. Néanmoins, il est allé compléter, enfin il va compléter un certain nombre de faiblesses qui ont été repérées justement dans cette fameuse réglementation européenne, la NFRD. Alors, les faiblesses, en fait, elles sont à double titre. On peut le voir sur le slide suivant. C'est à la fois des faiblesses pour les émetteurs, pour les entreprises qui publient ces informations, puisque ça leur demande déjà beaucoup de travail, c'est une première chose. Il n'y a pas forcément de grande certitude sur les informations à publier, dans le sens où il y a effectivement de la liberté, mais en plus, même si elles publient des choses, les entreprises continuent d'être régulièrement sollicitées par des agences de notation extra-financière, par des banques qui vont leur demander des informations supplémentaires, ce qui fait qu'il y a énormément de données en fait à mouliner de leur côté, et ce qui génère beaucoup de coûts et aussi d'incertitudes par rapport à tout cela. La deuxième chose, c'est un certain nombre de faiblesses aussi de la part des parties prenantes qui souhaitent utiliser ces informations de la DPEF actuelle, qui fait qu'en fait, du fait que ça soit cadré sans être cadré complètement, fait que, il est parfois difficile pour des parties prenantes d'utiliser à bon escient en fait, les informations publiées, et puis qu'il n'y a pas de comparabilité possible en fait d'une entreprise à l'autre, ce qui peut poser des problématiques pour par exemple des investisseurs qui souhaitent utiliser ces informations pour monter leur stratégie d'investissement. Donc la CSRD est là justement pour compenser, ou en tout cas les manques qu'on a pu voir avec la NFRD. Donc la NFRD a apporté quand même beaucoup de choses, puisqu'elle a obligé quand même les entreprises à se mettre dans une certaine dynamique. Elle a amené de la transparence qui n'existait pas préalablement. Donc elle a fait bouger les lignes. L'objectif de la CSRD, c'est justement d'aller un cran plus loin et de faire un peu plus justement bouger les lignes. Donc si on regarde effectivement dans quel cadre s'inscrit la CSRD, et Hervé prendra la parole après pour rentrer un peu plus dans le détail du contenu de cette nouvelle directive, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CSRD aujourd'hui, elle s'inscrit dans un contexte européen de finance durable, qui s'inscrit, le mouvement de la finance durable s'inscrit elle-même dans le Green Deal européen, le pacte vert européen et l'objectif de neutralité carbone de l'Europe à 2050. Donc l'objectif de la finance durable, c'est effectivement de pousser les investissements vers des activités qui sont vertes et qui sont durables et qui sont résilientes à l'ensemble des changements qui se passent aujourd'hui dans le monde et qu'on voit pour l'avenir.
Donc ça, c'est un des premiers objectifs de la finance durable. Et donc, derrière ce grand objectif, ce qu'on veut, c'est effectivement que les entreprises, que les investisseurs fassent les choses différemment, aient une réflexion plutôt long terme, pensent effectivement stratégie, pensent gestion des risques en anticipant du mieux qu'ils peuvent, mais en tout cas déjà qu'ils se posent la question en termes de risque de l'ensemble des changements environnementaux, sociaux qui vont arriver à l'avenir, et qu'on soit dans une dynamique effectivement de trajectoire long terme plutôt que d'une vision très court-termiste des choses. Et également, je dirais dans un dernier objectif, de promouvoir la transparence et l'éthique des affaires au niveau global européen et de manière assez unifiée. Donc la CSRD, par rapport à, je dirais, ce grand pilier de finance durable, c'est seulement un des éléments en fait qui constitue en fait l'ensemble des réglementations liées à la finance durable. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a effectivement plusieurs réglementations. Donc il y en a qui touchent effectivement les entreprises et il y en a qui touchent les investisseurs. Les unes étant liées aux autres, bien entendu. Donc la CSRD, c'est quelque chose qui est en cours. Va arriver également la CSDDD, qui est en fait le devoir de vigilance, mais européen, qui est en cours de discussion aujourd'hui, et sur lequel on n'a pas forcément une visibilité très précise sur je dirais, le planning à laquelle cette nouvelle réglementation va sortir. Nous avons aussi la taxonomie verte, donc certains piliers ont déjà été publiés et sur lesquels nous reviendrons après. Dans le secteur financier, nous avons aussi deux réglementations. La taxonomie, qui en fait débouche de ce que font les entreprises, et qui permet effectivement aux investisseurs de définir quelles sont les activités vertes sur lesquelles ils investissent effectivement. Et puis la SFDR, qui doit aussi... qui oblige les investisseurs à expliquer justement leur stratégie d'investissement et quels sont les critères, et les critères effectivement RSE ou ESG, quand on parle d'investissement, qui sont pris en compte. Donc voilà, la CSRD, c'est vraiment un des piliers, qui est un pilier très fondateur sur la manière dont l'Europe appréhende justement, je dirais, les investissements de demain. Voilà. Donc on voit que le reporting RSE à l'échelle européenne va, comme tu l'as dit Caroline, un cran plus loin en termes d'objectifs. Maintenant, ce qu'on peut se demander, Hervé, c'est en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a exactement? Quelles sont les exigences propres à ce nouveau reporting? Peut-être pour raccrocher à ce que disait Caroline à l'instant, il y a des objectifs souhaités que l'Union européenne a souhaité adresser et avec des engagements très forts et très ambitieux d'ailleurs. Voilà, si on va sur la slide d'après, merci. Donc l'objectif principal, c'est quand même de réussir cette transition écologique, de réussir ce mouvement vers une croissance plus vertueuse, plus verte. Puis ensuite, en entraînant tout ce qui existe d'ores et déjà comme levier, comme dispositif réglementaire. On n'a pas réinventé la roue, sachant que, il faut le préciser, la France était quand même très en avance sur un certain nombre de sujets. Mais l'objectif aussi qui est intéressant d'observer, c'est de voir qu'il y a une vraie volonté de mutualiser, de favoriser une forme de comparabilité entre les acteurs. Dans un même secteur, la difficulté qu'on pouvait avoir, c'est effectivement que les entreprises reportaient sur un certain nombre d'indicateurs, de sujets, mais qui étaient difficilement comparables, y compris dans un même secteur. Il y a aussi comme ambition ou volonté de réduire les coûts. Alors ça, il faut attendre de voir, parce que c'est encore en construction, comme vous avez pu le constater, mais il y a quand même malgré tout une volonté de simplifier, de faire en sorte que le dispositif soit plus souple
à appliquer. Peut-être, effectivement, il y aura une première année un peu lourde, notamment pour la vague d'entreprises qui est nouvellement concernée. Mais globalement, il y a quand même une vraie volonté d'alléger un peu la pratique du reporting. Et puis ça, c'est intéressant, notamment chez Hendrix, que nous travaillons sur la comptabilité durable, la comptabilité verte, c'est de pouvoir parler à l'ensemble des parties prenantes. Il est vrai qu'aujourd'hui, les outils de reporting s'adressent soit aux investisseurs, soit aux actionnaires, enfin, les investisseurs à travers des actionnaires d'ailleurs, des actionnaires, pardon, à travers les investisseurs, mais il y a quand même une vraie volonté de pouvoir demain nourrir l'ensemble des parties prenantes de manière cohérente. Et je pense que ces objectifs-là sont à surveiller, sont à observer. Et d'ailleurs, les échéances sont proches. Il y a ceux qui sont concernés aujourd'hui dans le scope de la DPEF, mais il y a ceux qui vont arriver très prochainement. En novembre 2022, l'EFRAG a lancé une consultation et progressivement, les dates clés vont arriver. En juin 2023, on attend donc l'adoption des normes génériques qui vont concerner les entreprises, notamment nouvellement engagées. Il y aura un acte délégué, donc il faut suivre cette date-là de juin 2023. Et puis un autre acte délégué, très probablement l'année d'après, en 2024, pour l'adoption des normes dites sectorielles. Ensuite, si on avance dans les slides, il y a quelques fondamentaux qu'il faut bien retenir, bien ancrer. C'est les éléments qui vont constituer ce nouveau corpus d'indicateurs et de normes dans la DPEF. Alors, il y a d'abord, il faut retenir qu'il y aura 3 dimensions clés qui vont être développées dans les reportings. Alors ça, c'est pas tellement nouveau, parce qu'à la fois, on va aborder dans le reporting, on attend que la stratégie soit expliquée, la manière dont la politique est mise en œuvre, le plan d'action qui est engagé, et bien sûr la mesure de la performance. Et on attend aussi de voir comment cette politique est mesurée et les indicateurs clés de performance qui sont associés pour vérifier le résultat des engagements que prend l'entreprise. Il y a aussi le fait qu'il y ait comment dire, la notion de double matérialité qui rentre en jeu, et ça risque d'occuper pas mal les entreprises, puisque la manière d'appréhender le risque évolue fortement. Donc au niveau européen, on passe de la simple matérialité, dite matérialité financière, où effectivement on faisait une analyse de risque en regardant comment la RSE impacte le modèle d'affaires ou impacte la rentabilité de l'entreprise, mais on va plus loin aujourd'hui avec la double matérialité, car il faut aussi vérifier comment l'activité impacte les écosystèmes environnementaux et humains, donc ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Et donc, en clair, il y a le management qui va faire l'analyse de matérialité sur la matérialité financière par rapport à l'interne, et puis on va regarder au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, notamment en lien avec les parties prenantes par rapport à la matérialité d'impact. Et puis ça, effectivement, ça a été dit et redit, il y a les 3 dimensions de l'ESG qui vont être couvertes, l'environnement, le social, la gouvernance, et bien sûr une approche sectorielle que je trouve très intéressante dans la CSRD. Bien sûr, il y a tous les aspects communs à l'ensemble des secteurs, il y a des aspects propres à un certain nombre de secteurs d'activité qui seront analysés spécifiquement. Et puis, il y a des aspects propres à l'entité elle-même qu'on a envie quand même de découvrir dans cet exercice de reporting. Si on va sur la slide d'après, il y a les premiers ESRS, les premiers indicateurs qui sont proposés aujourd'hui. Donc, avec cette volonté, je l'ai dit à l'instant, qui est de structurer l'information pour permettre une certaine comparabilité. Et donc, il y a des indicateurs qui sont transversaux, enfin, propres à toutes les entreprises.
Donc, où on explique, on présente les principes généraux, et puis l'ESRS 2, où on parle de la stratégie, de la gouvernance, de l'analyse de matérialité. En somme, ce que couvre aujourd'hui la DPEF sur cette brique, cette première brique d'information dont on a besoin pour comprendre les enjeux, comprendre l'entreprise, comment elle priorise ses enjeux et autres. Ensuite, on retrouve les 3 catégories, environnement, social, gouvernance, avec des spécificités. Donc vous le voyez, sur l'environnement, on a tout ce qui touche au changement climatique, la pollution, la biodiversité, l'économie circulaire, et en gros, on retrouve les principaux objectifs que souhaite couvrir l'Union européenne par rapport à l'ambition de verdir l'économie européenne. Donc en matière sociale, on retrouve les sujets classiques, internes comme externes, les salariés, et puis très intéressant, et ça rejoint ce que disait Caroline par rapport à la chaîne de valeur. Donc il y a une vraie volonté d'analyser sur toute la chaîne de valeur, en gros, comment est traité l'emploi, le volet social sur toute la chaîne de valeur, et puis bien évidemment la gouvernance. Alors, si on va plus loin, très important de rappeler que juste quand vous rentrez dans le scope de CSRD, il va y avoir 50 000 entreprises qui vont être concernées en Europe, il faut automatiquement traiter de la taxonomie verte européenne, parce qu'on est exactement dans les mêmes scopes. Ça va concerner les mêmes entreprises à l'échéance 2025-2026. Et donc, je rappelle ici les 6 objectifs qu'on retrouve aussi au niveau du CSRD, qu'il faut adresser, le changement climatique, tout ce qui est ressources aquatiques et marines, l'économie circulaire, etc. Et à travers, et c'est ça qui est intéressant dans l'exercice de la taxonomie, à travers 3 indicateurs clés de performance, le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX, l'objectif étant d'arriver à expliquer le pourcentage de l'activité d'une activité verte, la part verte de l'activité de l'entreprise à travers ces 3 indicateurs clés de performance. Donc, exercice lié au CSRD. Donc, quand on applique le CSRD, il faut évidemment absolument au même moment traiter du sujet taxonomie verte européenne. Donc voilà les fondamentaux, je pense, qu'il faut retenir sur à la fois le contenu et les éléments qu'il faut traiter dès 2025-2026. Voilà, donc merci Hervé. On a un peu plus de matière. Effectivement, on comprend davantage ce qu'est cette directive. On voit bien qu'il y a au-dessus de tout ça un objectif de simplification pour aussi une meilleure comparabilité, etc. Néanmoins, la nouvelle structure, le nouveau corpus d'indicateurs, comme tu l'as indiqué, tout cela, il faut se l'approprier, c'est lourd. Et au final, question de béotienne un petit peu que je pose, comment on s'y prépare le plus efficacement possible quand on a fait déjà un reporting, mais aussi pour les sociétés qui n'en ont pas fait encore et qui, pour elles, ce sera un peu le baptême du feu dans tous les sens du terme. Donc comment elles peuvent s'y préparer ? Alors, déjà, effectivement, avant de montrer comment il faut s'y préparer, on va peut-être revenir effectivement sur les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui de rapport, puisqu'on n'a pas évoqué forcément les seuils. Aujourd'hui, les entreprises qui doivent faire un rapport, donc la DPEF, sont les entreprises de plus de 500 salariés. Demain, par rapport au seuil, on va partir sur des entreprises qui ont plus de 250 salariés. Donc il y a effectivement tout un pan d'entreprises entre 250 et 500 salariés qui vont être touchées alors qu'elles ne le sont pas aujourd'hui. Les autres seuils, puisque ce n'est pas seulement le seul critère, il y a un critère aussi de total de bilan de 20 millions de total de bilan et 40 millions de chiffre d'affaires, qui sont aussi des seuils qui vont être pris en compte. Il faut que 2 de ces 3 critères, nombre de salariés, total de bilan et chiffre d'affaires, correspondent au seuil pour être du coup éligible, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais en tout cas pour, pour être soumis en fait à cette obligation de CSRD. Donc là, il y a effectivement, Hervé l'a précisé, on passait à 50 000 entreprises, aujourd'hui il y a à peu près 10 000 entreprises européennes seulement qui ont un rapport. Donc un gros changement pour quand même beaucoup d'entreprises en Europe.
avec un calendrier de mise en place qui est quand même très ambitieux, puisque même s'il a été un petit peu retardé par rapport à ce qui a été prévu, mais les premières entreprises, donc celles qui ont la DPEF, devront publier leur rapport CSRD en 2025 sur l'année 2024, et les entreprises qui ne sont pas encore touchées, c'est leur publication en 2026 sur l'année 2025. Alors ça peut paraître loin, 2026 pour celles qui n'ont pas de rapport, mais finalement pas si loin que ça. Et effectivement, il faut s'y préparer assez rapidement, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses. Et Alban, vous avez évoqué le terme simplification. Je ne suis pas sûre que ça simplifie vraiment le travail des entreprises, pour être très clair aujourd'hui. À long terme. Voilà. L'objectif à long terme, c'est de simplifier la vie effectivement de l'ensemble des parties prenantes, qu'il y ait plus de transparence et de lisibilité. Mais le premier exercice ne va pas forcément être complètement simple pour tout le monde. Donc, dans les nouveautés du dispositif, et quand même, bon, Hervé en a parlé, donc je vais passer très rapidement, mais effectivement, le point qui est quand même très important, c'est la prise en compte. Ce qu'on va avoir dans la CSRD, c'est vraiment que l'entreprise démontre la prise en compte de la durabilité dans son modèle d'affaires. C'est vraiment ça, et dans sa stratégie, et dans sa gouvernance. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on sorte du beau récit qu'on a parfois aujourd'hui dans les DPEF, pour vraiment expliquer ce qu'on fait et comment on se projette à long terme, et comment en fait on va se préparer par rapport au changement climatique, soit pour s'adapter, soit pour atténuer, voire surtout les deux, à ce changement-là, avec tous les impacts divers et variés que l'on connaît, donc sur les écosystèmes et les systèmes, enfin, et la société, et les humains. Donc ça, c'est quand même un point très important en termes de changement. La double matérialité, c'est effectivement, Hervé en a parlé, mais prendre en compte les risques d'une manière différente de ce qu'on a toujours fait, ben ça c'est un élément important. Et puis, ben voilà, enfin je ne vais pas revenir, hein, mais le fait d'avoir là, demain, des indicateurs qui vont être imposés, va quand même changer aussi la vie de pas mal d'entreprises. L'autre point qui est important, c'est effectivement qu'on va passer par une publication numérique standardisée, ce qui fait qu'il y a aussi des choses à mettre en place dans les entreprises pour permettre cela. Les informations vont être taguées de manière à ce qu'on puisse les retrouver plus facilement. Donc quand même beaucoup de changements pour demain. Et typiquement, si on parle de plan d'adaptation et d'atténuation, voilà, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prépare ce type de plan, parce qu'il faut vraiment se poser des questions sur la stratégie long terme, sur ce qu'on vend, sur comment on veut faire du business demain. Donc c'est des choses qu'il va falloir anticiper en termes de réflexion. Alors après, les enjeux pour les ETI, alors là on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent faire peur, néanmoins il y a des véritables enjeux en termes de business et de marché, et il faut voir plutôt le côté opportuniste en fait de cette réglementation aussi. C'est-à-dire que demain, une entreprise qui aura bien fait les choses pour la CSRD sera clairement, ça va lui donner des billes en termes de marché, puisque concrètement, et c'est tout le principe de déréglementation européenne, c'est d'abord toucher les plus grandes entreprises parce qu'elles vont demander des informations à leurs fournisseurs, qui sont parfois des plus petites entreprises, et ça cascade. Et donc les entreprises qui se seront mis en ordre de marche je dirais le plus tôt possible, auront des éléments pour répondre à leurs donneurs d'ordre, et ça pourrait être un facteur de différenciation par rapport à leurs concurrents. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a un enjeu de compétitivité, et puis il y a un effet de levier aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça peut les aider aussi à faire bouger aussi leurs fournisseurs. C'est parfois la volonté de certaines entreprises, mais elles n'ont pas les moyens, je dirais, pour le faire. Demain, elles en auront un peu plus dans les mains pour faire bouger l'ensemble de leur chaîne de valeur. Dans la relation avec les investisseurs, que ce soit leurs financeurs ou vraiment des investisseurs au niveau capitalistique, ça peut effectivement changer les choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'offres de prêts à impact qui se développent. Ces entreprises qui ont mis en place justement des nouveaux indicateurs de durabilité auront plus d'éléments justement pour aller négocier de nouveaux types de prêts, de nouveaux moyens de financement. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, les investisseurs misent beaucoup plus sur l'ESG qu'avant. Donc là aussi, elles sont en capacité d'attirer en fait plus de liquidités qu'elles n'en ont aujourd'hui. Et le troisième point qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a une forte tension au niveau du marché du travail sur de nombreux en fait, métiers et que les jeunes sont de plus en plus attirés par
la RSE, challenge beaucoup les entreprises justement sur leurs engagements. Et bien là, avec un rapport de durabilité, pour le coup, un rapport de durabilité qui est audité, elles auront des choses à raconter, des choses tangibles, concrètes, aussi pour aller attirer les meilleurs talents. Voilà. Donc pas mal d'opportunités aussi pour les entreprises, pour leur donner aussi des arguments pour se mettre en ordre de marche le plus rapidement possible. Et là, je vais laisser la parole du coup à Hervé pour expliquer comment on peut le faire. Peut-être, oui, pour être un tout petit peu plus concret, même si là, on vous a déjà donné pas mal d'éléments, c'est peut-être de revenir, de rappeler peut-être les fondamentaux, parce que c'est un dispositif, si vous êtes dans le scope de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de total de bilan, vous allez être automatiquement concerné. Très difficile d'y échapper. Je vais le dire comme ça, sachant que même si vous n'avez pas votre siège en Europe, vous allez être concerné, mais là les seuils sont un peu plus élevés. Dès lors que vous faites 150 millions de chiffre d'affaires au niveau de l'Union européenne, vous allez devoir vous prêter à cet exercice de reporting. Donc, il faut clarifier le périmètre dans lequel vous faites ce reporting. Donc, quelles sont vos entités concernées, faire l'analyse à la fois au niveau de la tête de groupe, mais aussi au niveau des entités, parce que l'entité qui a atteint les seuils va devoir faire l'exercice, sauf à prouver que l'ensemble des éléments est porté par la société mère de manière lisible et distinguée. Ensuite, il y a l'exercice d'analyse de matérialité qui va être un exercice pas simple, notamment pour les toutes premières qui vont s'adonner à l'exercice. Donc, d'où la recommandation de s'y mettre le plus tôt possible, parce que c'est la première brique pour faire cet exercice de reporting. Et puis, c'est lié à l'analyse de risque. Double matérialité, c'est nouveau pour la plupart des entreprises aujourd'hui de faire cet exercice dans les deux sens. Commencer à penser à la manière de collecter de manière simple les informations, les données. Je donne un exemple, le déplacement domicile-travail, c'est pour ceux qui vont devoir faire leur bilan carbone, parce que c'est une information qui sera attendue, notamment pour les aspects climat. Comment on fait pour collecter facilement de la part des collaborateurs le nombre de kilomètres parcourus, domicile-travail. Donc c'est des choses qu'il faut commencer à penser, à imaginer, et puis commencer à structurer le contenu de votre reporting. Si on va sur la slide d'après, ce qu'on recommande, nous, chez Hendrix, c'est de suivre ces phases-là, notamment, et là, on cible plutôt les entreprises qui n'ont jamais fait l'exercice et qui vont devoir, en 2026, publier leur premier reporting et accueillir les auditeurs, les organismes indépendants qui vont auditer leurs entreprises. Alors pour les autres, c'est un peu plus tôt, 2025, pour les entreprises qui sont concernées aujourd'hui par la DPEF, vont devoir publier dès 2025, et pour les autres qui arrivent nouvellement, vont avoir un an. Mais il faut dès maintenant démarrer l'exercice, d'abord pour mieux comprendre le sujet, les enjeux, commencer à surfer avec la réglementation, voir comment vous êtes structuré, organisé en interne pour commencer à aborder le sujet. Donc, d'où refaire un point sur les compétences en interne et peut-être vous faire accompagner. Évidemment, notre équipe est à votre disposition. Faire aussi une analyse pour essayer de faire un alignement stratégique par rapport au sujet, où vous en êtes par rapport à la réglementation, pour voir comment vous allez vous aligner, les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Commencez à identifier vos parties prenantes, parce que c'est la clé. C'est à elle que vous devez vous adresser, c'est avec elle qu'il faudra co-construire à la fois votre stratégie RSE, mais aussi le reporting RSE. Donc c'est très important de commencer à les identifier, de commencer peut-être à les réunir, à les animer un tout petit peu. Et puis l'exercice de l'analyse de matérialité, on l'a dit et redit, c'est un exercice complexe pour les nouvelles entités concernées. Donc là aussi, n'attendez pas, dès maintenant, il faut lancer au moins ces 3-4 sujets. Donc, identifier les compétences, faire l'analyse de matérialité et vérifier les écarts aujourd'hui par rapport à la réglementation. Qu'est-ce qu'il faudra construire pour y arriver? Et
on propose que dès 2024, vous ayez peut-être identifié quelques outils ou méthodos pour pouvoir commencer à lancer des sujets concrets, à la fois en termes d'organisation, en termes de suivi, et pour pouvoir analyser les enjeux et finaliser l'exercice de l'analyse de risque et l'analyse de matérialité. Donc il y a des outils à disposition lors de la prochaine conférence, puisque là c'est le volet 1 de notre conférence sur le CSRD, il y aura un volet 2, beaucoup plus pratique. On va pouvoir détailler un peu quelques outils, quelques méthodos qu'il faudra, qu'on peut prendre pour commencer à travailler. Et en 2025, c'est la feuille de route qu'on propose, donc troisième année 2025, c'est commencer à lancer le mécanisme de collecte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà rédigé votre procédure de collecte, vous savez exactement quoi collecter, vous avez déjà identifié les outils de collecte, vous avez déjà pensé à comment fiabiliser les données en faisant un minimum de contrôle interne, parce que si vous faites ça sans contrôler à minima, que vous attendez les auditeurs, là vous allez peut-être avoir un audit plus lourd, voire plus cher, parce que l'auditeur sera obligé d'aller creuser ou faire plus de tests de détail pour avoir un minimum d'assurance sur vos données. Et puis commencer à faire un premier rapport, au moins la structure du rapport, dès 2025. Et puis enfin en 2026, il faut sauter dans le grand bain et commencer à sortir les premiers rapports, parce que là, on n'a plus le choix, parce que l'échéance est bien sur les clôtures, ceux qui clôturent en 2025 et qui publient en 2026. Donc vous allez accueillir vos auditeurs en 2026. Voilà ce qu'on pourrait recommander pour vraiment commencer à s'y mettre. Donc la clé, c'est de commencer dès maintenant. Voilà, on l'aura compris, je le répète, commencer dès maintenant, parce que c'est vrai que ça n'est pas parce que voilà, on a eu une projection à l'instant en 2026. 2026, ça peut paraître loin, mais quand on voit tout ce qu'il y a à faire, finalement, ça demande du travail, de la préparation, et donc vraiment important de s'y prendre suffisamment en avance pour être dans les temps et s'organiser en fonction. Donc maintenant, on a, parmi les auditeurs, je pense que vous avez votre to-do list qui est bien remplie pour les mois et les années à venir, voilà, en ce qui concerne ce reporting de durabilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit temps d'échange entre vous et nos deux conférenciers, nos deux interlocuteurs, nos deux experts qui sont là. Donc n'hésitez pas à me transférer votre question sur le petit onglet « Discuter ». Voilà, je vous laisse le faire et je le prendrai à la volée. Pour le moment, on a une première question. Existe-t-il des modèles de rapports spécifiques pour la CSRD? Alors, Caroline, Hervé, Caroline. Je me lance. Caroline. Alors, il n'existe pas de modèle à proprement parler. Maintenant, Hervé a évoqué les ESRS, qui sont les standards de reporting qui sont attendus effectivement sur chaque thème, qui seront compris, chaque thème qui doit être compris dans ce fameux rapport durabilité. Il existe justement un ESRS qui est dédié justement au rapport en tant que tel et qui donne des guidelines justement par rapport à ça pour construire effectivement le rapport. Donc voilà, je vous invite plutôt à aller regarder ça en détail puisqu'il y a déjà des éléments de guide. On n'est pas encore sur les éléments complètement validés à ce stade, mais comme les autres ESRS d'ailleurs, mais ça donne déjà des premiers éléments de compréhension et de structure. D'accord. Voilà. Merci Caroline. Une seconde question. Qu'en est-il des PME? Est-ce qu'il y a un régime particulier pour les PME? Alors, par rapport à la réglementation, le portage qui est fait des PME, voire des TPE, de plus de 10 salariés, on va le dire comme ça, il y a un dispositif qui sera proposé. Alors, on parle bien des sociétés cotées. Des PME, sociétés cotées, il y aura des spécificités. D'abord, elles ont un délai supplémentaire. Donc là, on parle de 2026. Elles auront jusqu'en 2027, voire, si elles le demandent, jusqu'en 2028 pour faire l'exercice de reporting. Et puis, alors ça, je n'ai pas d'éléments
précis à vous donner là-dessus. Il semblerait que pour les non-cotés, il y ait quand même quelques sujets en préparation au niveau de l'EFRAG pour apporter peut-être des éléments complémentaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord les sociétés cotées PME auront un délai supplémentaire pour faire l'exercice de reporting. Voilà. D'accord, merci beaucoup Hervé. Je ne vois pas d'autres questions, donc si jamais vous en avez une et que vous êtes en train de l'écrire, voilà, faites vite. Je vois en tout cas qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, comme on dit sur Zoom, mais malheureusement, je ne peux pas entrer, interagir avec vous directement. Donc vraiment, si vous avez une question, écrivez-la, parce que sinon, ça va être difficile. Je vais peut-être en profiter pour m'adresser à Eric Defaux, parce qu'on a reçu une question d'Eric qui doit nous écouter en ce moment. D'accord. Qui on a travaillé notamment pour le groupe Auchan sur la comptabilité environnementale et sociale, qui nous posait une question pour savoir le lien justement entre ces comptabilités environnementales et le reporting RSE, mais aussi le lien entre le secteur agricole, très cher à Eric Defaux, et une réponse très rapide. Il y aura une approche sectorielle des ESRS, donc il faut suivre, voir un peu ce qui sort par rapport au reporting sectoriel, aux dispositifs sectoriels qui vont sortir. Et puis pour la comptabilité environnementale, on est quand même sur quelque chose qui va beaucoup plus loin sur l'exercice qu'on fait nous en matière de comptabilité verte, mais qui nourrit bien sûr le reporting, mais qui n'est pas l'exercice qui est demandé aujourd'hui par la réglementation. Voilà. J'apporte cette précision à Eric pour pas qu'il parte mécontent. J'espère qu'il sera content. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que tout le monde a sa to-do list bien claire pour les années qui viennent. En tout cas, comme vous avez pu le voir, le sujet est vaste. Et Hervé en a parlé tout à l'heure, le sujet mérite un volet 2. Ce volet 2 qui sera vraiment focus sur des exemples concrets, sur des illustrations, pour vous donner vraiment des outils et des références concrètes pour travailler ce sujet de reporting. Alors ce volet 2, nous nous retrouverons l'année prochaine, donc le 25 janvier, toujours en compagnie d'Hervé et de Caroline, donc pour continuer sur notre lancée et aborder cette fois des thématiques comme l'exercice de matérialité dont Hervé a parlé, et on a vu que ça avait l'air laborieux. Donc ce sera l'occasion de se pencher sur le sujet. On pourra aussi définir plus exactement les indicateurs, et puis Caroline et Hervé pourront vous donner le maximum d'outils, d'armes pour monter ce reporting. Voilà, donc on se donne tous rendez-vous le 25 janvier 2023. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Hendry sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne fin de journée. À nouveau, merci d'avoir patienté en début. J'espère que vous avez été récompensés de votre patience et que vous êtes partis avec plein d'informations intéressantes. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'on vous soumet un petit questionnaire suite à cette conférence. Voilà, il s'agit en quelques secondes de répondre à 2-3 questions. C'est vraiment vite fait et pour nous, ça nous rend un grand service. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Merci Caroline. Merci Hervé. Merci Alban. Et donc on se dit en 2023. Au revoir. Au revoir.